de Thieulois. Bonjour Martial. Vous êtes animateur avec Jean-Pierre Maugendre, chacun à son tour, de l'émission Terre de Mission, chaque dimanche matin sur tvl.fr, et cela depuis près de 10 ans. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de prendre un peu de temps pour mieux vous découvrir, parce que finalement, à part le fait que vous soyez père de famille et de 4 enfants, on ne connaît pas vraiment votre parcours. Alors c'est l'occasion de refaire un petit retour en arrière. Avec plaisir. Alors ce parcours. Parcours chaotique. Je suis ingénieur à l'origine, ce qui n'est pas forcément évident dans ce que je fais actuellement. J'ai fait pas mal de théologie, j'étais séminariste un temps. J'ai fait après ça une thèse de philosophie politique. J'étais longtemps assistant parlementaire au Sénat. Et puis depuis 30 ans à peu près, je suis chroniqueur, journaliste, éditeur de presse. Enfin voilà, j'ai beaucoup grenouillé dans le monde de la presse. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un patriote, un militant national, un militant souverainiste, identitaire? Comment on peut vous définir? Ou rien de tout ça d'ailleurs. Alors moi je suis un vieux contre-révolutionnaire, je suis un vieux légitimiste pour être plus précis, catholique social d'avant, c'est-à-dire pas très socialisant, mais très, très comte de Chambord si vous voulez. Le comte de Chambord et la lettre des ouvriers m'a toujours paru très, très juste. Je suis un grand défenseur des corporations, un grand défenseur des libertés provinciales, enfin voilà. Des trucs qui sont complètement poussiéreux, mais dont je reste persuadé que c'est l'avenir. Oui, l'avenir, enfin le comte de Chambord, son avenir a été rapide. Oui, absolument. Absolument. Et hélas, parce que je pense que ça aurait été un excellent roi, mais ça c'est un autre sujet. Et ça m'amuse parce que tout ce que vous dites, et que je connaissais, ça m'a ami, nous connaissons depuis longtemps, mais toujours, et je vous pose la question, je le fais vraiment d'une manière très, très ouverte pour les téléspectateurs aussi, je sais comment il se retrouve en étant travaillant pour un sénateur qui n'était pas totalement comte de Chambord. Est-ce qu'on peut donner son nom? Vous pouvez donner son nom, oui, tout à fait. C'était Jean-Claude Gaudin, c'était Jean-Claude le maire Gaudin. de Marseille. C'était Jean-Claude Gaudin. Effectivement, j'ai travaillé 11 ans pour Jean-Claude Gaudin. Comment ça pouvait se goupiller, si vous permettez l'expression? En fait, c'est assez étrange. La Providence a parfois des voix un peu baroques. Jean-Claude Gaudin recevait régulièrement les princes, d'ailleurs de façon tout à fait indifférente, que ce soit les Orléans, les Bourbons, il n'y avait absolument aucune espèce de d'oukase sur l'un ou sur l'autre. Alors, je précise que quand il recevait les princes, il faisait les choses à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il virait le drapeau tricolore, il montait les armes de France sur l'hôtel de ville, ce qui est quand même un peu gonflé. Toujours à Marseille. Toujours à Marseille. Et il se trouve qu'à l'occasion d'un voyage du duc d'Anjou, Gaudin avait voulu remercier les gens qui avaient aidé à la réussite du voyage. Et j'avais été invité un peu quasiment en bouche-trou. Et on s'était très bien entendu en parlant de choses qui n'avaient strictement rien à voir avec la politique française. On avait parlé des évêques, on avait parlé de l'histoire de France. Et il est prof d'histoire, ce qui explique aussi pourquoi il est intéressé d'abord par les princes, mais aussi par le fait qu'il y a eu une France avant 1789. Et donc on s'est revus de loin en loin, et puis un jour il m'a dit bon bah voilà, mon assistant parlementaire s'en est allé, est-ce que tu veux la place? Je dis bah oui, ça m'intéresse de regarder comment ça marche. Alors dans mon esprit j'étais là pour 2 ans et j'y suis resté 11 ans. Cohabitation, collaboration, comment une nouvelle fois ça se goupillait? J'ai pas d'autre terme. Grossier un peu, mais bon. En fait ça se goupillait assez bien parce que la politique réelle, la vraie vie politique de Gaudin était à Marseille, et à Marseille il avait des collaborateurs qui étaient tout à fait alignés avec lui. À Paris c'était très différent, il y avait beaucoup moins de pression d'abord, parce que comme vous savez le Sénat est quand même pas non plus l'endroit où il y a le plus d'agitation dans toute la République. Et puis par ailleurs, ça nous permettait d'avoir des longues discussions complètement absurdes absurdes, pas complètement absurdes, mais on a parlé mais des heures de la fin de l'Algérie française. Il a été très, comme vous savez, militant de l'Algérie française pendant assez longtemps. On a parlé de la démocratie chrétienne. Il connaissait très bien Maritain, sur lequel j'ai fait ma thèse. On a parlé, et c'était amusant parce que, en fait, évidemment, on n'était pas du tout dans les mêmes sphères culturelles. Moi, j'ai jamais voulu faire de politique électorale. On n'était pas du tout dans le même monde, mais on avait plein de points de convergence et donc on pouvait passer vraiment. Et quand je dis des heures, et par exemple, il m'a fait des trucs incroyables. Je me souviens, par exemple, c'est probablement pas l'objet de l'émission, mais juste pour vous montrer comment ça se goupillait. Comme vous savez, les grands élus reçoivent régulièrement plus exactement, des groupes de journalistes reçoivent régulièrement les grands élus.
Et donc tous les mois, Godin était invité par, je sais pas quoi, le journaliste politique de France 2, celui du Monde, et puis après ça c'était TF1, Libération, et puis etc. Et puis un jour, donc il est reçu, il me fait venir dans ce truc-là, et il était invité. Et en particulier, à l'époque, il y avait un grand débat entre Chirac et Sarkozy. Sarkozy était encore ministre, autour de la laïcité. Sarkozy, manifestement, était en train de développer son truc sur la laïcité positive. Chirac, comme vous savez, était beaucoup plus laïcard. Et donc, les journalistes disent, alors comment vous situez par rapport à Chirac, Sarkozy? Évidemment, Godin est un artiste, alors donc il botte en touche, et évidemment, il répond sans répondre à rien. Et puis, bon, ils reviennent à la charge une fois, deux fois, trois fois. Et puis, au bout de 3 ou 4 fois, Godin part d'un... c'était assez curieux d'ailleurs. Je ne sais pas d'ailleurs à quel point c'était personnel ou un coup pour botter en touche. Tout d'un coup, il éclate et il dit, mais avec Guillaume, on sait bien que la laïcité, c'était une loi de persécution. Alors, les types découvrent mon existence à ce moment-là. Évidemment, j'étais à table depuis le début, mais ils avaient évidemment pas regardé, c'est tout à fait normal. Ils me regardent, ils se disent, c'est quoi l'embrouille, quoi? Et je vois, donc Godin était à un bout de la table, moi à l'autre, et les journalistes étaient sur les côtés. Et je vois le petit sourire de Godin qui me dit en gros open bar. Alors je déroule, vous voyez à peu près le genre de truc que je peux dire sur la loi de 1905, donc c'est Clémenceau, les inventaires jusque dans les tabernacles. Alors les types ouvraient des yeux comme des soucoupes, parce que d'abord ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Et c'était la première fois de leur existence qu'un homme politique de premier plan validait un truc un peu critique sur la loi de 1905, quoi. Et en fait, voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on a fait ensemble. En fait, on avait finalement pas mal de points communs. Moi, je reconnais que j'ai passé encore une fois, j'étais pas d'accord avec tout, ils s'en foutent beaucoup, mais c'était très agréable, ce genre de... Enfin, objectivement, il était assez... cultivé, c'était un bonheur d'avoir ce genre de discussion. Alors Jean-Claude Godin, c'est pas lui faire offense de dire qu'on ne sent pas non plus l'homme politique particulièrement courageux et défenseur de la nation française à tout crin. Et pourtant, quand vous êtes mis en cause, il vous soutient. Oui, absolument. Et en fait, d'abord, c'est un homme qui n'a jamais lâché ses collaborateurs. Il est arrivé qu'il les lâche mais c'est pas parce qu'ils sont attaqués, c'est parce que lui a décidé que ça allait plus. Et donc, c'est une histoire entre deux. Quand vous êtes attaqué, le premier réflexe, c'est on touche pas à la famille. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, on avait eu cette conversation. Je lui dis, vous êtes conscient que, je suis attaqué parce que je me suis opposé à la loi Taubira. Je suis attaqué parce que je suis assez modérément favorable à l'islamisation de la France. Vous êtes conscient que 90% de vos électeurs partagent exactement mes opinions. Évidemment qu'il en était particulièrement conscient. Pour le coup, c'est un vrai professionnel de la vie politique. Et donc... il ne voulait surtout pas donner l'occasion, et au point que Stéphane Ravier, que je ne connaissais pas à l'époque, avait fait un communiqué en disant c'est probablement Godin qui a fait fuiter l'information pour récupérer les voix des réacs. Voilà. Stéphane Ravier qui était sénateur-maire. Qui après ça est devenu sénateur-maire. Moi je connaissais, et à l'époque il était juste le candidat FN à l'époque. De la capitale contre Jean-Claude Godin. Voilà. Et donc je lui ai depuis dit qu'il m'avait un peu sauvé la mise parce que évidemment ce communiqué du FN disant que c'était manifestement Godin qui faisait fuiter le fait que son assistant était un dangereux réactionnaire. Vous voyez, il y a deux solutions. Hein. Soit il a raison et dans ces cas-là tous vos électeurs vont filer au front, soit il a tort, mais dans ces cas-là il faut que vous démentiez publiquement. Allez, exit Jean-Claude Godin pour l'instant. Alors, on va suivre à nouveau votre parcours parce qu'on voit quand même qu'il est assez atypique. Oui, c'est encore et on va le voir encore par la suite. D'où est venue l'idée de Terre de Mission? Est-ce que c'est né ici, dans nos studios, je crois? Oui, absolument. C'est au tout début de TV Liberté, c'est Martial et Philippe Millot qui se disent il nous faut une émission religieuse. Et donc, assez rapidement, je ne sais plus très bien dans quel contexte, on a un déjeuner avec Daniel Mich, qui est mon vieux camarade de combat, qui est malheureusement mort depuis, mais... et donc, personnage truculent, on va dire pour les téléspectateurs, truculent. Oui, absolument. Un ancien de l'extrême gauche, devenu l'une des plumes des aînés des Bourbons, et donc moi je l'ai connu comme patron de presse légitimiste, j'ai longtemps travaillé avec lui dans ce domaine-là. Et après ça, c'est lui qui a travaillé pour moi pour Riposte catholique, l'Observatoire de la christianophobie. Et bref, on a un déjeuner, donc Martial, je crois que Philippe était là, Daniel et moi.
Et donc, Martial et Philippe essayent de nous convaincre de faire une émission religieuse hebdomadaire. Et alors, avec Daniel, on était tous les deux sur la pédale de frein, sur le thème « On pourrait pas la faire mensuelle plutôt qu'hebdomadaire ?» Et alors, je reconnais qu'il y a eu un coup de génie. Alors, je ne sais pas si c'est Philippe ou Martial. On va dire que c'est Philippe, pour faire du président de TVL. Mais il y a eu un coup de génie qui a consisté à dire « Et si on trouvait une deuxième équipe, en l'occurrence Renaissance catholique, Jean-Pierre Maugendre ?» Et après ça, on a dit « Bon, ok, si c'est moitié moins de boulot, ça nous va. » Et vous avez tenu le coup. Ça commence à faire jamais manqué à l'appel depuis jusqu'à présent. J'en atteste. Est-ce que ça vous a apporté cette dernière émission? Je crois que ça a apporté aux autres parce que cette émission, elle n'était pas novatrice parce que d'autres faisaient cela aussi le dimanche matin, mais elle a été recopiée dans les mêmes termes par d'autres chaînes de télévision mainstream. Donc c'est la preuve que c'était le bon choix. Et que c'était un bon choix. Ouais. Tout à fait. Alors moi d'abord, je suis certain que c'était un très bon choix. Il y a toujours 1000 choses à améliorer évidemment, mais moi je pense qu'il faut déjà apprécier ce qui existe avant de proposer des améliorations. Ça, c'est la première chose. À titre personnel, moi, ça m'a fait rencontrer des gens que j'avais pas l'occasion de rencontrer. Avec le Salon Belge, je rencontre pas mal des gens que j'interroge sur TVL, mais assez souvent, l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut faire des choses à distance et à 1h du matin ou à 6h du matin, ce qui n'est pas en général les heures de ses interlocuteurs. Là, évidemment, on est obligé d'être en face l'un de l'autre, et donc c'est plus, voilà, ça permet de voir les gens en chair et en os, ce qui n'est pas désagréable. Et puis par ailleurs, il y a un autre aspect de la question qui est que la vidéo, enfin la télé sur Internet fait que les trucs partent. Alors je pense que c'est la même chose aussi pour le Salon Belge, mais ça m'est arrivé plus souvent sur TVL. Les émissions partent et ont des vies tout à fait autonomes les unes des autres. Et par exemple, je pense à une situation un peu baroque qui m'est arrivée il y a quelques années. J'avais été un peu en sociologue, regarder ce que c'était que la manif du Trocadéro de Fillon. Donc, au moment de la candidature présidentielle de Fillon, je voulais regarder un peu quel était le profil du cœur nucléaire de la campagne de Fillon. Ce que tout le monde disait, c'est que la manif pour tous. Moi, j'étais à peu près persuadé que c'était pas que ça. Je connaissais évidemment beaucoup de gens à Sens Commun. Mais en fait, en gros, Sens Commun représentait un tiers de la manif. Et les 2 tiers, c'était plutôt beaucoup plus populaire et beaucoup plus rentre-dedans. Moi, j'ai eu des discussions assez marrantes. Donc, il y a peut-être 100 000 personnes. Et vous aviez plein de petits groupes assez populaires où les gens disaient de toute façon, il n'y a pas de solution. Hein. S'il le lâche, je vote Marine au premier tour. Et c'était assez marrant parce que le décalage entre Fillon est un facho et Fillon était en fait le dernier rempart avant l'abomination de la désolation. C'était assez rigolo, le décalage entre les deux. Bref, j'étais ravi de passer 2 heures sur place. Et donc, je reprends mon métro après. Et juste derrière moi, entre 2 blacks assez imposants, au moins une tête de plus que moi, facilement 40 kilos de plus, mon vrai pilier de rugby. Et il y en a un des deux, donc on était dans un métro bondé, il y en a un des deux qui dit « Toi, je te connais ». Je dis « Franchement, je crois pas ». Et quand je dis ça, pas du tout rhétorique, je ne voyais pas du tout dans quelles circonstances j'aurais pu le voir. Si, tu passes à la télé. Puis je dis, bah oui, ça m'arrive, mais enfin, ça m'étonnerait que vous regardiez ça. Je dis, non, mais t'es sur une télé, t'es sur TVL. Je dis, mais vous regardez ça? En fait, j'ai découvert que le type était un évangélique, donc il était dans une banlieue que je connais pas, hein, mais donc protestant un peu pro-vie. Et le type était devenu un auditeur assidu de TVL. Extraordinaire, quoi. Et donc ce genre de contact, moi c'est surtout avec évidemment la télé met le visage de la personne et donc ça fait qu'on est reconnu comme ça. Je peux pas dire que ça m'arrive tous les 2 jours d'être reconnu dans la rue parce que je suis animateur sur TV Liberté, mais ça m'arrive assez souvent à la messe, ça m'arrive assez souvent voilà. On passe Terre de Mission où les gens regardent Terre de Mission. Oui. Est-ce que vous avez des obligations? Est-ce qu'on vous a fixé, c'est un peu moi, si j'ose dire, que vous a fixé ça, est-ce que on vous a fixé une ligne directrice? Par exemple, je pense à l'idée, il faut s'adresser à tous les catholiques. Pas seulement d'ailleurs, mais à tous les catholiques prioritairement. C'est des paroisses, c'est des traditions. Ouais. Écoutez, je pense qu'on a effectivement discuté de ça. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était un carcan particulier parce que moi, c'est ce que je fais par ailleurs. J'ai toujours pensé que étant devenu minoritaire, il fallait arrêter de se crêper le chignon. Ça ne veut pas dire que les questions liturgiques ne sont pas importantes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des désaccords avec les uns et les autres, ce n'est pas du tout le sujet, mais simplement, il faut qu'on écoute le voisin en voyant aussi ce qu'on partage qui est beaucoup plus abondant que ce qu'on ne partage pas. Et donc moi j'ai reçu ici avec bonheur un certain nombre de curés de paroisse, j'ai reçu
Voilà, des acteurs d'associations très, j'allais dire, mainstream dans l'Église, et de là jusqu'à la Fraternité Saint-Pilice, en passant par l'Emmanuel, en passant par les communautés Ecclésia-Dei. Et en fait... D'abord, ça n'est pas du tout, enfin, c'est pas un pinceau, parce que c'est très agréable d'écouter des sons de cloche différents. Moi, je suis pas du tout, enfin, j'ai l'esprit de chapelle, mais ça me met hors de moi pour dire les choses clairement. Et par ailleurs, on a vraiment beaucoup de choses en commun et beaucoup de choses à apprendre, parce que, typiquement. Moi, je suis plutôt, disons, tradi Ecclesia Dei, si vous voulez. Enfin, j'ai en gros un pied dans le monde conservateur d'un côté et un pied dans le monde Ecclesia Dei de l'autre. Mais écouter des gens qui sont beaucoup plus mainstream, entre guillemets, dans l'Église, n'est pas sans intérêt, parce que, évidemment, qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles à faire dans des chapelles qui sont entièrement homogènes, où les gens viennent parce que c'est comme ça, c'est telle la liturgie, etc. Il y a des choses qui sont très faciles à faire dans ce cadre-là, qui sont beaucoup plus difficiles à faire dans des paroisses où on accueille tout le monde. Et inversement, du côté Saint-Pilice, il y a beaucoup de choses où Saint-Pilice n'a pas tout ça. Quand il dit bah, attendez, vous critiquez le pape là, mais enfin, soyez un peu cohérents, si vous dites ça, vous devriez dire ça. Ouais, bah, vous avez raison, monsieur l'abbé, vous n'avez pas tort. Et donc, moi, je trouve ça très agréable, très rafraîchissant de se retrouver en face de nos propres contradictions, parce que la réalité, c'est qu'évidemment, spécialement la situation de crise de l'Église, tout ce qu'on fait n'est pas tout à fait parfaitement univoque. On se dit, ben tiens, voilà, le pape a dit ça, je prends ça, je garde pas ça. Bon. Voilà, c'est pas très élégant, mais enfin, c'est la... Petit désaccommodement, alors. Oui, il y a des accommodements avec le ciel, comme disait l'autre. Bon, allez, on revient quand même. Je reviendrai sur Terre de Mission, mais là, il faut que vous parliez quand même aussi de celui qu'on avance, et surtout que vous me indiquiez, parce que je vous ai dit un parcours éclectique, et puis on l'a un peu stoppé. Alors, vous êtes tout d'abord éditeur, et alors là, éditeur éclectique, parce que je vous ai vu faire un guide politiquement incorrect de l'islam, je vous ai vu aussi publier les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Oui, qui a été un des trucs les plus grunge que j'ai jamais fait. Grunge. Oui. C'est-à-dire en fait, pour... Vous parlez trop jeune pour moi, trop ancien. Un peu original. Évidemment, je connaissais depuis longtemps Jean-Marie Le Pen, mais il va de soi que j'avais pas du tout les compétences. Enfin, ça suppose une logistique incroyable, ça suppose beaucoup de choses que ma petite maison d'édition était incapable d'avoir. Et en fait, il y a une espèce de partage des tâches entre Hachette, qui était la grande structure de diffusion de l'édition, et moi, qui était une espèce de vitrine discutablement présentable, pour dire les choses comme elles sont. Et donc, enfin bref, ça donnait des trucs complètement absurdes. Juste pour vous fixer les idées, et évidemment qu'un tirage comme Jean-Marie Le Pen, pour vous fixer les idées, ça a été mis en librairie à 40 000 exemplaires, le premier volume. Donc, c'est pas des trucs qui... Il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui... C'est pas 40 000 exemplaires vendus, c'est la mise en place. C'est la mise en place. C'est la mise en place. Donc, pour commencer, exactement. Pour commencer... on commence comme ça veut dire qu'on a, je sais pas combien je sais même plus les chiffres en tête, mais probablement de milliers de librairies, ça veut dire, etc. Donc il y a une logistique incroyable. D'ailleurs, on n'imagine pas que nous, quand on est lecteur, et même quand on est un petit éditeur, moi je n'avais pas du tout ça en tête. Mais donc d'abord, j'ai été au spectacle de ma propre opération, puisque je regardais d'autres que moi faire la logistique bien mieux que j'aurais jamais pu le faire. Et puis par ailleurs, ça a donné des incompréhensions absolument fantastiques, parce que évidemment, moi, comme petit éditeur, dans mon microcosme de Cato, Réac, etc. Je connaissais plein d'autres petits éditeurs, des plus gros et des plus petits, mais tous à peu près dans les mêmes idées, enfin plus ou moins dans les mêmes idées, mais enfin. Mais j'avais jamais rencontré des commerciaux gauchos devant aller présenter Jean-Marie Le Pen à la Fnac. Évidemment, c'était le genre de monde qui m'était complètement étranger. Et eux, de leur côté, avaient jamais rencontré des zozos comme moi qui faisaient des tirages à 200 exemplaires. Ils savaient même pas que ça existait si petit. Et donc, par ailleurs, des réactions qui pour nous sont élémentaires, mais qui pour eux étaient incompréhensibles, et inversement. Je donne juste un exemple. Le premier tirage, la Fnac, jamais les principes, les valeurs, on vendra pas ce torchon, c'est inadmissible, la République en danger. Les conneries, quoi. Et alors, Hachette affolé, c'est la première fois de leur vie que la Fnac leur refuse quelque chose. Et je leur dis, mais on en a rien à foutre, la Fnac, c'est rien. Il dit, ben comment ça, c'est rien, c'est X% de notre chiffre d'affaires. Je dis, j'en ai rien à foutre, moi j'ai jamais vendu à la Fnac, je m'en fous. Et quand il faut vraiment qu'ils commandent pour que je fournisse, parce que j'ai pas du tout envie de discuter avec eux.
mais vous êtes sérieux? Il dit, oui, bien sûr, ça sert à rien. Je dis, ah bon, et donc les types se disent, mais est-ce qu'ils se foutent de nous? Et en plus, en l'occurrence, je me foutais pas du tout. Moi, j'avais jamais travaillé avec la FNAC, c'était pas possible. Et je leur dis, de toute façon, il y a deux solutions. Soit, effectivement, c'est une question de principe pour eux, et dans ce cas-là, vous pourrez faire tous les efforts que vous voudrez, vous n'y arriverez pas. Soit, ils céderont devant le poids économique de la chose. Et à l'époque, je savais pas du tout ce qui allait se passer d'ailleurs, mais une semaine avant la sortie officielle du bouquin, ça fait 15 jours que c'est le numéro 1 des ventes sur Amazon, et la FNAC appelle en disant est-ce qu'on pourrait avoir une palette? Donc les valeurs. Ouais, d'accord. Là aussi, il y a des accommodements avec le ciel. Il y a valeurs trébuchantes. Voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très marrant, le décalage entre deux mondes qui n'avaient strictement rien à voir. En fait, ça ferait un assez joli vaudeville, en fait. Mais bon, bref, voilà, je me suis beaucoup amusé. Vous l'écrirez. Alors, je poursuis. Vous êtes éditeur, mais vous êtes aussi homme de presse avec un hebdomadaire, Les 4 Vérités, et toute une série de sites internet dont on connaît quelques titres, notamment, vous l'avez cité tout à l'heure, Le Salon Beige et son responsable, Michel Janva. Alors, ça aussi, c'est une partie de la palette graphique, cette fois-ci, de Guillaume de Thieulois. Oui, alors c'est même l'essentiel de mon travail actuellement. Effectivement, je suis d'abord éditeur de presse, je fais des bouquins, j'allais dire, en dilettante. Enfin, j'ai fait plutôt pour donner des coups de main à des bouquins dont je pense qu'ils seraient utiles et qui ne sortent pas. Je ne parle pas évidemment du bouquin de Le Pen qui serait sorti de toute façon avec ou sans moi, mais voilà. Mais peu importe. Donc moi, je suis d'abord éditeur de presse. Et avec une logique très, très basique qui est une presse de niche. Je crois pas que la presse généraliste, par les temps qui courent, ait beaucoup d'avenir, ne serait-ce que pour des raisons financières. Je crois beaucoup, en revanche, à l'avenir de la presse, y compris papier, en niche. Donc, les 4 vérités, c'est très spécifique. Les 4 vérités, ça parle de quoi exactement? Les 4 vérités, ça parle de politique et d'économie. Alors, l'histoire de ce truc est assez marrant. À l'origine, ça s'appelle les 4 vérités. Donc évidemment en référence à l'expression dire à quelqu'un ces 4 vérités, mais aussi parce qu'à l'époque, ça a été fondé en 73, donc l'année de ma naissance, par 4 patrons du CNPF. Gattaz étant le plus connu, enfin Gattaz père, hein, évidemment. Et donc ces 4 patrons du CNPF veulent préparer une opposition au programme commun qui commence à se dessiner, qui n'était pas encore publié, mais dont on savait qu'il allait venir, et donc préparent la résistance de droite, libérale évidemment, au programme commun de la gauche. Et donc ces 4 éditoriaux à l'époque mensuels, donc chacun de ces 4 responsables du CNPF, donc le patronat français, écrit un éditorial politique ou économique pour parler de l'actualité. À l'époque, c'est vraiment pour le CAC 40, les 500 plus grandes fortunes de France, etc. C'est vraiment les grands patrons qui parlent aux grands patrons. Ça a duré comme ça jusqu'à la fin des années 80 et mon ami Alain Dumay, qui a été maire du 2e arrondissement, qui était le premier président de Contribuables Associés, que moi j'ai connu à Contribuables Associés, a repris le titre, donc des anciens fondateurs, a repris le titre et en a fait un truc grand public, hebdomadaire, avec la même logique de plusieurs points de vue, éventuellement divergents, éventuellement même opposés. Donc en gros, c'est toutes les opinions de droite, ils sont bienvenus. Tout le monde y est bienvenu, de l'entrefilet de 3 lignes jusqu'à l'article de 4500 signes, avec discussion, donc il y a des gens qui sont en ce moment par exemple très critiques d'Israël et d'autres qui sont très critiques du Hamas. Voilà, il y a des gens qui sont pour le RN, d'autres qui sont pour les LR. Voilà, c'est ce genre de débat. Clairement, c'est la droite classique, c'est-à-dire que c'est une droite favorable aux libertés économiques, c'est une droite favorable aux libertés tout court, c'est une droite favorable à la fermeture des frontières à l'immigration, c'est une droite favorable à la culture occidentale, c'est à la transmission à l'école, enfin de 3 trucs basiques qui maintenant paraissent un peu quasiment réactionnaires. Mais enfin, voilà, c'est la droite d'avant, si je puis dire. Ouais. Un peu grunge. Alors, un peu grunge, comme vous dites. Et le Salon Beige? Alors, le Salon Beige, c'est pas du tout le même projet. D'abord, il faut juste savoir que j'en suis le patron, mais je ne suis pas à l'origine du Salon Beige. Je l'ai racheté quelques années après
ça devait faire une petite dizaine d'années que ça existait. Le Salon Bêche a été lancé par des laïcs catholiques pour défendre, en particulier, ça a surtout progressé au début du pontificat de Benoît XVI, quand il y a eu toutes ces polémiques successives anti-Benoît XVI, donc tous les gauchos qui l'attaquaient parce que il levait les excommunications contre la fraternité Saint-Pédis, il faisait ceci, il faisait cela, et donc à chaque fois il y avait le Panzer cardinal, et nous, on était les cathos de service, parce qu'évidemment l'institution était terrorisée à l'idée de répondre, donc nous on disait ras-le-bol, on va pas non plus se faire taper dessus sans jamais répondre, et donc on répondait, et voilà. En tapant. Et donc voilà, c'est la liberté des laïcs de dire vous dites ça, mais et donc évidemment on n'engage personne, c'est notre point de vue, mais un certain nombre de laïcs, spécialement aujourd'hui encore une fois, les laïcs qui continuent à pratiquer sont ce qu'on appelait dans sociologie les catholiques intransigeants, c'est-à-dire en gros disons le monde Emmanuel, Saint-Martin, etc., chez les conservateurs, le monde tradit de l'autre, et donc j'ai découvert d'ailleurs dans la presse, moi j'ignorais jusqu'à l'existence du mot, mais j'ai découvert dans la presse que j'étais la quintessence du tradismatique, ce qui m'a beaucoup plu. Tout d'un coup je me suis dit ça c'est une appellation, c'est la première fois que je découvre une appellation dans la presse et qui me plaît. Il m'est arrivé de découvrir des appellations dans la presse qui me plaisaient pas, mais celle-là m'a beaucoup plu. Le Salon Bêche, c'est sur Internet, bien évidemment. Absolument. Allez, on retourne à Terre de Mission. C'est ma dernière question. Il nous reste exactement 15 secondes, Guillaume de Toula. Vous savez que je suis à cheval sur les horaires. Je connais ça, oui. Et que je vous embête aussi là-dessus, donc on va essayer de pas trop dépasser. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui aux catholiques? Ils sont des fois circonspects, ils sont des fois désespérés, des fois ils sont tristes, des fois ils sont en colère, des fois ils sont encore pleins d'enthousiasme. Qu'est-ce qu'on leur dit? À quoi sert Terre de Mission dans ce cas précis? Moi, je pense que ça sert à mettre de la liberté, parce qu'il y a des choses qu'on doit librement critiquer. Encore une fois, on est des laïcs, que les évêques aient un ton différent, c'est tout à fait normal, mais on est des laïcs, donc on peut dire des choses un peu plus nettement, tranquillement, ça veut pas dire, c'est pas forcément agressif, mais typiquement sur l'évangélisation des musulmans, par exemple. Nous, on peut dire des choses que les évêques n'assument pas, pour l'instant au moins. Donc moi, je trouve qu'il y a la liberté du laïc qui est fondamentale dans Terre de Mission. Et par ailleurs, il y a un autre aspect qui me paraît vraiment fondamental, c'est de montrer aussi que l'Église n'est pas morte. Regardez, d'abord, elle a un passé prestigieux, regardez tel et tel. Donc, moi, j'aime beaucoup regarder l'histoire de l'Église, et donc on reçoit ici beaucoup de gens qui sont spécialistes de ça. Et attendez, on vient pas de nulle part, on a fait ça, ça et ça. On n'a pas à rougir de notre passé. Et puis, par ailleurs, regardez ce jeune prêtre qui fait ça. Regardez, on a aussi l'avenir devant nous. Il y a de l'espérance. D'abord, je crois que l'Église a les promesses de la vie éternelle, c'est-à-dire que évidemment, il y a une crise de l'Église, il ne faut pas se cacher, mais comme disait Consalvi, vous savez, Bonaparte disait si vous négociez pas, je vous tuerai. Consalvi, donc le négociateur pour le pape, il a dit, vous savez, premier consul, ça fait 1900 ans que les papes essayent de le faire, ils n'ont jamais réussi. Et je pense que c'est évidemment la bonne réponse. C'est pas nous qui dirigeons l'Église, c'est le patron, c'est le Christ, et donc même si tel ou tel pape dit telle ou telle chose, ou tel évêque dit telle ou telle chose. Du calme. D'abord, on a vu des choses au moins aussi graves dans l'histoire de l'Église. Voilà, faut un peu respirer par le nez et se dire, de toute façon, faisons notre boulot, et puis on verra bien dans une génération, 2 générations, 3 générations ce qui restera. Du calme. Merci Guillaume de Thieulois. Et on vous retrouve donc un dimanche tous les 15 jours, à 10h, à partir de 10h, 11h. C'est sur tvl.fr. Terre de Mission. Catho ou pas catho, on peut regarder. Absolument. Merci Martial.